Bonjour, bienvenue dans votre émission Parentalité, on en parle. Aujourd'hui, on va parler d'écriture. Vous-même ou vos enfants ont des problèmes d'écriture. Des écritures en pattes de mouche, illisibles, qui posent parfois problème dans les apprentissages. Alors, avoir une belle écriture, est-ce un indispensable pour réussir sa scolarité ? Je m'appelle Elisa Béliard, je suis praticienne en santé naturelle et relaxologue et je vous accompagne vers un bien-être au sein de votre famille. Aujourd'hui, nous accueillons une spécialiste de l'écriture, Emmanuelle Hirson. Bonjour Elisa. Alors bonjour, tu es non pas du tout, tu es graphopédagogue, oui c'est ça. Si, je suis graphopédagogue, exactement. Alors graphopédagogue, on entend pas mal de choses sur l'écriture. Par contre, graphopédagogue, ça parle pas. Voilà, c'est pas un métier. C'est pas un métier qui est encore très connu. Donc pour expliquer simplement, donc grapho, c'est tout ce qui est en rapport avec l'écriture, et pédagogue, du coup, c'est l'enseignement, la pédagogie. Donc je suis pédagogue de l'écriture. D'accord, donc tu enseignes une belle écriture. Exactement, je suis dans un cadre de l'enseignement, tout à fait. D'accord. Quelle est la différence entre un graphopédagogue, graphothérapeute, graphologue ? Alors, en fait, avec un graphothérapeute, on va avoir le même objectif, c'est-à-dire que ça va être d'améliorer l'écriture de la personne, mais la méthode va être différente. Déjà, pour un thérapeute, les séances vont être hebdomadaires. Moi, je ne vois les élèves qu'une fois tous les 3 semaines, durant lesquelles je vais donner un petit travail quotidien à faire régulièrement à la maison. Dans graphothérapeute, il y a thérapeute. Donc, il y a un côté un peu thérapie de l'écriture. On va plutôt déterminer les causes psychologiques qui pourraient amener un trouble de la graphie, de la dysgraphie. Donc, moi, je suis plutôt dans un cadre de la pédagogie de l'enseignement. Et tu travailles avec les enfants, les adultes ? Alors, je travaille essentiellement avec des enfants. Ça peut être des petits, ça peut être des enfants donc dès la grande section de maternelle. Et ça peut être des adolescents, des collégiens, ça peut être également des adultes. D'accord. Voilà, principalement, ce sont des enfants de grande section, tout l'élémentaire. Collège, lycée, ça dépend des objectifs de la personne. À tout âge, on peut travailler dans son écriture. Et à tout âge, on peut avoir aussi des besoins. Les adultes peuvent aussi avoir besoin parfois de venir voir une graphopédagogue. Ça peut être pour une maladie, par exemple. Ça peut être une maladie articulaire au niveau des articulations qui va gêner la mobilité, au niveau de la main, au niveau des doigts. Ça peut être suite à un accident vasculaire cérébral, un AVC par exemple, qui engendre une hémiplégie par exemple. Ça peut être dû à des brûlures par exemple. Je pense aux grands brûlés par exemple qui ont beaucoup de rétractation au niveau de la main. Donc voilà, c'est différents profils. Voilà, pour les adultes, ça peut être aussi pour des objectifs professionnels. Par exemple, une reconversion professionnelle, besoin de passer un concours. J'ai par exemple une enseignante qui est venue me voir récemment parce que elle voulait aussi améliorer le modèle qu'elle proposait aussi à ses propres élèves. Voilà, ça peut être en tout cas dès la grande section, je peux recevoir ces enfants. La grande section, ça va plus être pour effectivement les aider à développer la motricité fine. Et puis en élémentaire, ça va être pour l'apprentissage des bonnes techniques, de la bonne tenue du crayon, de la bonne posture, de la bonne installation de la feuille et du cahier, de la bonne formation des lettres. Et puis on va travailler la stratégie de copie, voilà ces choses-là. Avec les collégiens et les lycéens, ça va être plus de travailler la qualité, d'améliorer la qualité de l'écriture et la vitesse. Voilà. Oui, puisqu'il y a la prise de notes qui peut être compliquée. Tout à fait. Donc les objectifs peuvent être différents et en première séance, j'évalue un petit peu tout ça et on détermine ensemble en fait quels sont les problèmes, mais quels sont les besoins aussi. Qu'est-ce que je peux leur apporter pour que l'écriture soit plus fonctionnelle et plus confortable. Oui, parce qu'il y a des solutions. Oui. Avant, on disait souvent, t'as une écriture comme ça, c'est bon, on va faire avec. Oui, non, c'est pas une fatalité. On peut absolument remédier à des troubles de l'écriture. Oui. Par ma méthode, justement,
la méthode qui est générale à l'association 5E, la méthode avec qui j'ai été formée pour devenir graphopédagogue. L'association 5E. Voilà, l'association 5E, qui est l'enseignement de l'écriture pour l'élève, l'étudiant et les enseignants. D'accord, voilà. D'accord. Donc, dans cette association, on va avoir différents moyens d'aider justement à ça? Oui, c'est notre méthode 5E. Super, super. Tu interviens donc du coup avec les enseignants peut-être? Alors oui, je fais des sensibilisations, des informations auprès des enseignants parce que effectivement, on remarque que les enseignants finalement sont très peu formés eux-mêmes à l'apprentissage de l'écriture. Ouais. Donc, alors oui, on dit qu'on apprend à écrire en maternelle, en primaire. Qu'est-ce qui peut gêner un apprentissage justement parfait de cette écriture, puisqu'on passe du temps à développer la motricité fine, à écrire les lettres. Quelquefois, ça ne marche pas. Pourquoi? Alors, on passe du temps, mais j'allais dire pas suffisamment. Oui. Voilà. C'est vrai que déjà, par rapport à notre époque à nous, le temps scolaire a considérablement diminué. À notre époque, c'était plus dans les 30 heures. Maintenant, on est à 24 heures d'enseignement hebdomadaire. Donc, ça réduit aussi le temps scolaire. Et qui dit réduction du temps scolaire, dit aussi réduction du temps qu'on passe effectivement à cet apprentissage de l'écriture. L'apprentissage de l'écriture, effectivement, c'est un système très complexe à construire. Et donc, effectivement, il faut y passer du temps. Qu'est-ce qui peut gêner justement cet apprentissage? Puisque voilà, on dit que ça prend du temps, certes. On va faire des pages d'écriture avec les parents. Ça, les parents connaissent bien. Pendant les vacances, on achète les cahiers d'écriture. En école primaire au CP, on achète aussi des cahiers d'écriture. Les enfants, il y a des enfants qui ont du mal à écrire entre les lignes, qui ont du mal à se placer, à avoir une écriture lisible en fait. Oui, ça dépend effectivement des causes, mais comme je vous le disais, les enseignants n'ont pas toujours aussi le temps et l'attention aussi quand elles ont des classes de 25-30 élèves, d'apporter une attention particulière pour un enfant. Et puis les classes sont différentes. Maintenant, dans les classes, on a aussi des enfants 10, on a des enfants TDAH, on a des enfants HPI, on a toutes sortes d'enfants qui nécessitent une attention aussi particulière pour apprendre ce geste qui finalement est assez complexe. Donc c'est pour ça que moi, je les vois en cours particulier finalement. Je suis seule avec l'enfant et le parent. Donc j'ai vraiment toute l'attention et c'est vrai que c'est très compliqué et les parents finalement n'ont pas tous les outils aussi pour aider les enfants. Donc voilà, moi j'apprends tout ça finalement aussi aux parents puisque ça nécessite un travail aussi à continuer quotidiennement à la maison. Donc les parents sont présents avec nous pendant les séances et donc je leur donne tous les outils nécessaires pour pouvoir aider leurs enfants, surtout les corriger et savoir comment les aider et les corriger à la maison et pas laisser les enfants prendre de mauvaises habitudes. Oui, parce que les mauvaises habitudes, par contre, ça se fait facilement. Ça se fait facilement. On peut aussi les corriger, hein, mais c'est vrai qu'il vaut mieux éviter de prendre les mauvaises habitudes et puis dès la grande section, prendre les bonnes habitudes, notamment la tenue du crayon et le maniement du crayon qui est très important. Tout à fait. Souvent, les parents ne savent pas et on leur donne un crayon, on leur dit écris, et encore certaines maîtresses, certaines institutrices qui vont dire du moment qu'il écrit bien, du moment que c'est correct, moi ça me va. Parfois ça peut suffire effectivement en élémentaire, en maternelle, en élémentaire, mais toutes les tenues du crayon ne se valent pas et parfois on peut s'accommoder en élémentaire, mais quand on arrive au collège où il faut prendre un peu plus de vitesse, un peu plus rapide, c'est là que ça peut devenir compliqué. Tout à fait. Alors, tu parles de la prise en main du crayon. Effectivement, on va avoir des enfants qui vont prendre le stylo d'une certaine manière ou appuyer assez fortement sur le crayon. Oui. Donc ça, c'est des choses qu'on voit de plus en plus. Oui. Effectivement, les maîtresses n'ont pas forcément le temps de bien installer la chose. On a besoin des parents, du coup, pour travailler aussi à la maison. Oui, c'est ça, tout à fait. Voilà. C'est un petit peu, c'est pour ça que moi, je travaille essentiellement avec les parents. Les parents sont toujours présents en séance. Parce qu'effectivement, il faut que les parents aussi aient bien tous les outils pour aider leurs enfants aussi à la maison.
Tout à fait. Comment on peut encourager à la motricité fine pour un enfant qui n'est pas encore dans l'écriture? Est-ce qu'il y a des choses importantes à faire et des choses à ne pas faire surtout? Alors oui, il y a plein de choses pour travailler la motricité fine dès la grande section. Il y a plein d'exercices. Tout ce qui est mobilité des doigts, déliement des doigts. On peut faire plein de petits jeux justement de pâte à modeler. Par exemple, au cabinet, je vais utiliser par exemple de la pâte à modeler, mais pas n'importe quelle pâte à modeler. Donc ça, c'est une pâte à modeler avec des forces différentes. Donc il suffit pas de malaxer, mais ça va être une pâte à modeler vraiment plus dure. Donc on va malaxer. Ça va être, on peut faire aussi ça avec de la pâte à sel, hein, par exemple. Ça peut tout à fait aller. Et au cabinet, je vais faire tout plein de gestes, de jeux qui vont favoriser la motricité fine. Donc, par exemple, je peux utiliser ce genre de petits, ce qu'on appelle les petits finger eyes. Avec des petits yeux. Avec des petits yeux. Donc, c'est assez ludique pour les enfants, ils aiment bien. Donc, hop, on va le mettre comme ça sur l'index. Et en fait, on va apprendre du coup à rejoindre ces trois petits doigts. Donc, le pouce, l'index et le majeur. Donc, les trois doigts qui nous sont utiles pour le geste graphique. Tout à fait. Et on va les rejoindre et simplement, on va apprendre à faire simplement ce petit mouvement de flexion-extension. Par exemple, c'est exactement ce geste-là qu'on a besoin finalement pour écrire. Donc voilà, par des petits jeux, par des petits mouvements, on va apprendre à bien bouger ses doigts, par exemple. Et je vois bien le petit personnage. C'est le petit très ludique. Voilà. Donc on peut aussi faire, par exemple, l'éléphant. Si on en met plusieurs à chaque doigt, on peut aussi faire l'araignée pour bien bouger ses doigts, etc. Donc voilà, on peut faire plein de petits exercices en fait qui vont travailler la motricité et aussi le déliement des doigts. C'est-à-dire que l'enfant va apprendre aussi à se servir de ses doigts indépendamment les uns des autres. Voilà, ça aussi c'est très important. On peut avoir aussi ce genre de petits monstres par exemple qu'on peut mettre au bout des doigts et puis apprendre simplement à le faire bouger d'un doigt à l'autre, par exemple. Voilà. C'est simplement pour que les enfants apprennent à bien bouger leurs doigts. Tout à fait. Quand ils ont une mauvaise prise de crayon, justement, ces exercices-là permettent de délier, mais aussi de muscler les doigts? Oui, de muscler les doigts, tout à fait. Alors, juste petit rappel, on n'a pas de muscles dans les doigts, mais on a plein de tendons. Et effectivement, ces tendons sont reliés, par contre, aux muscles de l'avant-bras. Donc, effectivement, il faut travailler sa main, en fait, pour pouvoir après être à l'aise et ne pas avoir de tension, de crispation qui peuvent parfois engendrer des douleurs jusque de l'avant-bras, mais également parfois dans le cou jusqu'à l'épaule, effectivement, oui. Tout à fait. Donc alors moi, effectivement, ça me rappelle que beaucoup de gens qui viennent se faire masser ou qui viennent chez le kiné parce qu'ils ont le cou souvent bloqué, on ne se doute pas que c'est un problème d'écriture, quelquefois simplement. Oui, ça peut être un problème d'écriture, ça peut être... la cause peut être une mauvaise posture et puis une trop forte crispation effectivement sur le crayon qui engendre des tensions qui peuvent être parfois très douloureuses. Oui. Et il faut savoir que l'écriture, logiquement, ne devrait pas être douloureuse. Oui, voilà. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ça, c'est un élément important. La première chose qu'on doit regarder, c'est comment notre enfant écrit. Bien sûr. Est-ce qu'il est bien positionné sur sa chaise? Est-ce qu'il a la feuille d'un côté, de l'autre extrêmement penché? Est-ce qu'il se penche sur la table? Il y a des petits signes déjà? Il y a des choses qui peuvent alerter en fait. Bien sûr, si un enfant vous dit « Ah, j'ai mal quand j'écris », et puis il faut l'observer aussi. Si on voit qu'un enfant, au bout de 2-3 mots, on voit qu'il relâche et qu'il a besoin, par exemple, de craquer ses doigts ou de faire des petits mouvements comme ça, parce que pour soulager les tensions, ça peut alerter sur une douleur. Voilà, donc ça, effectivement, oui, ça doit alerter... Il y a l'illisibilité aussi, un cahier une écriture qu'on ne comprend pas, le parent n'arrive pas à relire, ça doit alerter aussi. Une écriture qui est trop lente aussi doit alerter aussi le parent. Voilà. Alors, il y a un facteur psychologique aussi, parce qu'un enfant qui a du mal à écrire, qui a du mal à copier, il est en situation de stress à l'école, il faut faire vite. Oui. Quand on est très lent, on se prend des réflexions aussi. Donc, il y a une perte de confiance en soi aussi quelque part. Ah oui, complètement. Oui, effectivement. Donc, c'est vrai que la tâche écrite représente, il faut le savoir, 60% du temps scolaire. Donc, c'est vrai que si l'enfant est en difficulté avec cette tâche écrite,
il peut se sentir vite dévalorisé et en plus, ça ne reflète pas toujours ses capacités parce que c'est un enfant qui peut être toujours très, très bon à l'oral, mais dès qu'il passe à l'écrit, il peut y avoir un blocage, un refus. Et c'est des enfants qui peuvent effectivement être un peu dégoûtés en fait de l'écriture et puis être en échec scolaire, oui. Et puis se cacher derrière des stratégies. Se cacher derrière des stratégies aussi, parce que parfois effectivement c'est des enfants qui entendent beaucoup de réflexions, voilà, de la part des enseignants. Applique-toi, dépêche-toi, fais des efforts. Et bien souvent les enfants font beaucoup des efforts. Oui, voilà, tout à fait. Ça les fatigue. Ça les fatigue énormément et donc, oui, ça peut effectivement les dévaloriser et engendrer des pertes de confiance en soi, oui. Tout à fait. Et puis, ça amène aussi une problématique derrière. C'est une problématique d'apprentissage. Quand on a du mal à relire sa copie. Exactement. Quand c'est pas agréable, quand on ouvre le cahier. Exactement. Mémoriser aussi, c'est difficile. Exactement. Oui, l'illisibilité, effectivement, ça peut être un facteur qui va engendrer des difficultés d'apprentissage. Une leçon illisible, c'est une leçon quand on rentre à la maison, effectivement, tiens, qu'est-ce que j'ai marqué, je n'arrive pas à me relire, je ne sais pas. Donc c'est une leçon qu'on ne va pas bien apprendre. La lenteur aussi, peut effectivement, ça va être des leçons qui seront incomplètes. Ouais. J'ai pas la fin de la leçon parce que j'ai pas eu le temps. Voilà, donc effectivement, ça peut être gênant effectivement dans les apprentissages. Et il peut y avoir un risque effectivement de difficulté dans les apprentissages quand il y a des troubles de l'écriture. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas prendre ça à la légère, il faut vraiment aller chercher à soulager l'enfant de cette problématique. Oui, bien sûr. Voilà, faut vraiment les aider. Et moi, je suis là du coup pour les aider, pour les accompagner et à retrouver une écriture qui soit lisible, qui soit suffisamment lisible pour tout le monde, que ce soit suffisamment rapide pour le niveau de sa classe et confortable. Tout à fait. En combien de temps on peut déjà voir des progrès ? Alors, en moyenne, notre méthode nécessite à peu près 5 à 10 séances à peu près. Donc, en moyenne, on va dire à peu près 8 séances. Mais on peut voir déjà des améliorations. Entre la 2e et la 3e séance, on peut déjà voir c'est rapide des quand même, améliorations. C'est intéressant. Oui, ça peut. Super, ça veut dire que... Alors, par contre, j'ai déjà vu pas mal de techniques qui vont aider les enfants dans les apprentissages. On n'oublie pas de dire que ces techniques-là fonctionnent aussi quand on s'implique vraiment. Ah oui, là, c'est une méthode, oui, il faut quand même une implication de la part de l'élève, de la personne. Comme je dis, je peux aider, mais j'ai pas de baguette magique. Et il faut que l'élève ou la personne en question soit motivée. Alors, généralement, chez les adultes, ils sont très motivés. Oui, il y a un enjeu. Voilà, les lycéens aussi, parce que ils ont un enjeu aussi. Je pense à un lycéen qui était venu me voir il n'y a pas longtemps en me disant, voilà, là, j'ai passé mon bac blanc, mais sur mes copies, on m'a mis applique-toi, sinon la prochaine fois, on ne corrigera pas tes copies. Tout à fait. Là, la motivation, elle est réelle. Mais parfois, les enfants sont un petit peu traînés par les parents. Ils arrivent, ils ne savent pas trop pourquoi ils sont là. Mais je leur dis effectivement, pour réussir ensemble, il faut la motivation, il faut que j'arrive à ce que l'élève adhère en fait à cette technique-là, à cette méthode-là. Donc effectivement, oui. Du coup, il y a bien besoin du parent pour aider. Tu m'as dit tout à l'heure, il y a des exercices. Oui. Même s'ils sont ludiques, il faut quand même les faire tous les jours. Oui, il faut les faire régulièrement. Les parents assistent à la séance avec nous. Moi, je montre des petits entraînements qui peuvent aider les enfants à améliorer leur écriture. Et ces entraînements-là, il faut qu'ils les fassent quotidiennement. Et ils visent vraiment à acquérir les gestes fondamentaux nécessaires à l'écriture. Donc, il faut qu'ils soient répétés tous les jours. Pour vraiment automatiser, parce que ce qu'on cherche, c'est vraiment à automatiser le geste graphique. Donc, une petite répétition. Donc, c'est 10-15 minutes grand maximum par jour où on va répéter ce qu'on a vu en séance ensemble. Voilà. Et donc, tout ça dans le ludique pour que le cerveau enregistre bien, puisque voilà. Ce sont des connexions neuronales en fait qu'on met en place. Oui, alors c'est pas des lignes d'écriture, voilà, c'est pas du graphisme et des lignes d'écriture, mais c'est vraiment effectivement par des petits jeux, par des petites choses ludiques
les choses finalement finissent par s'ancrer et qu'on arrive à avoir un ancrage kinesthésique. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est important de le comprendre parce qu'un enfant qui écrit mal ne le fait pas exprès. Non. Ça se joue au niveau du cerveau, ça se joue aussi au niveau du corps. Oui, tout à fait. Il y a aussi les facteurs comme les réflexes archaïques qui peuvent aussi interférer aussi dans l'écriture. Donc, lors de la première séance, je vais aussi un petit peu tester certains réflexes pour m'assurer qu'ils sont correctement intégrés et qui ne parasitent pas en fait l'apprentissage de l'écriture. Tout à fait. Donc, pour rappel, les réflexes archaïques, ce sont des réflexes qu'on acquiert tout au long du développement de l'enfant, depuis le ventre de la mère jusqu'à environ 3-4 ans. Tout à fait. Et quelquefois, il y a des ratés, oui. Des petits loupés qui font que le développement moteur ne se fait pas correctement, le développement émotionnel aussi peut avoir des petites problématiques. Donc, on va aller chercher la base de la problématique pour pouvoir... Tout à fait. Donc, c'est vrai que moi, je ne suis pas professionnelle des réflexes archaïques, comme tu peux l'être du coup, mais je vais quand même tester certains réflexes et notamment le réflexe d'agrippement palmaire. Tout à fait. Ou quand je vais voir un enfant, par exemple, qui a une tenue comme ça, très palmaire, donc là, forcément, ça va m'interroger et je vais voir si ce réflexe, souvent, n'est pas correctement intégré. Tout à fait, parce que la prise du crayon naturelle, quand l'enfant prend naturellement le crayon assez fortement et d'une manière inappropriée, il y a quelque chose qui est de l'ordre du réflexe. Oui, là, probablement de l'ordre du réflexe, oui. Voilà. Donc ça, on va le travailler aussi un petit peu avec des stimuli, forcément, de l'intérieur de la main, par exemple. Tout à fait. Alors, je vois des crayons un petit peu différents. Je vois aussi en supermarché à la rentrée, il y a plein de crayons avec des formes différentes, des choses qui sont bien, des choses qui sont peut-être moins bien. Oui. Est-ce que tu peux déjà nous orienter sur un enfant qui a du mal à écrire, du mal à tenir son stylo? Oui. Quel type de stylo on peut déjà lui mettre dans les mains? Alors oui, c'est vrai que on dit qu'un bon ouvrier est un ouvrier qui a un bon outil. Tout à fait. Donc effectivement, un élève qui est scolarisé a besoin d'un bon outil de travail pour apprendre à écrire et surtout s'il est dans cette phase d'apprentissage de l'écriture, on ne peut pas lui mettre n'importe quel outil dans les mains. Donc il faut être vigilant par rapport à ça. C'est vrai que sur les listes scolaires, on voit BIC, un BIC classique ou autre, mais attention, quand on est effectivement dans l'apprentissage de l'écriture, tous les stylos ne se valent pas. Donc, et notamment les stylos à billes, par exemple, pour l'apprentissage de l'écriture, c'est pas forcément l'idéal. recommandé. Et c'est ce qu'on demande à chaque fois. Eh ben oui, pas forcément parce que c'est pratique, c'est économique, c'est celui qui coûte le moins cher. Oui. Donc on peut comprendre ça aussi. Mais alors c'est vrai qu'en grande section, on va privilégier le crayon de papier. En grande section CP, on privilégie le crayon papier, mais c'est pareil, tous les crayons de papier ne se valent pas. Et il faut faire attention à ce qu'on utilise, effectivement. Donc, moi, je recommande forcément... Donc, vous savez, sur les crayons de papier, il y a forcément... Soit c'est du HB, soit c'est du B, soit c'est du... Tout à fait. Voilà. Et donc, le H, c'est pour hard. Voilà. Et B, c'est un crayon qui va être plus gras. Donc, je privilégie, moi, les stylos, les crayons qui vont avoir une mine plus grasse. Et donc, l'enfant va avoir moins besoin d'appuyer très fort pour laisser une trace. Donc, plus c'est gras et moins il va avoir besoin d'appui sur son crayon. Donc, quand je vois toujours des listes scolaires avec crayon HB, il y a des crayons HB qui sont très, très secs. Et finalement, privilégier peut-être, en tout cas, un petit conseil que je pourrais donner, partir sur du 2B, par exemple. Ça me semble pas mal. Et puis, privilégier... des stylos de forme triangulaire. Ah, les fameux triangulaires. Les fameux triangulaires, parce qu'effectivement, pour écrire, on a 3 doigts qui sont posés sur le stylo, sur le crayon, et c'est plus confortable pour nos doigts d'avoir 3 faces plutôt que 6, par exemple, comme les stylos à billes, ou pour les petits, un stylo rond, très très gros, stylo 4 couleurs, qui sont très inconfortables pour les enfants. Oui. Les stylos à billes aussi classiques, ils ont besoin en fait d'avoir cette petite bille qui va tourner pour lâcher l'encre, et pour qu'elle tourne, cette petite bille, elle a besoin d'être très verticalisée. Voilà. Si on a une tenue comme ça, avec un stylo bien incliné dans l'axe de son avant-bras, effectivement, si on prend un stylo bille, ça peut gratter un peu sur les papiers. Donc du coup, les enfants ont tendance à verticaliser l'outil scripteur,
Et du coup, ça nous donne des tenues un peu dans ce style-là, parce que ça vient de l'outil qui n'est pas correctement choisi à la base. Donc oui, il y a une importance vraiment pour choisir le bon stylo, le bon crayon de papier, le bon stylo. Au cabinet, j'en ai plusieurs. Les enfants les essayent et finissent par trouver et me dire « Ah oui, avec celui-là, c'est beaucoup mieux. Je suis beaucoup moins obligée d'appuyer. C'est beaucoup plus confortable. » Et même nous, quand on écrit, il y a des stylos qui nous conviennent. Le stylo, c'est très personnel. Il faut les essayer pour choisir le bon. Alors avant, on écrivait à la plume. Est-ce que c'était une bonne chose ? Oui, c'est très bien les stylos plumes. Mais je le conseille vraiment une fois qu'on maîtrise vraiment bien le geste de l'écriture. Quelqu'un qui a un fort appui, une forte crispation, forcément, on va casser la plume, soyons clairs. Oui. Et effectivement, celui qui n'a pas la bonne tenue, mais qui va avoir une tenue comme ça, quand il va revenir à la ligne, va forcément repasser sur ce qu'il a écrit. Donc, ça va baver, ça va faire des taches, ça va couler, particulièrement pour les gauchers qui ont souvent des tenues comme ça, avec un poignet cassé qui va repasser. Donc, oui, le plume, c'est un très, très bon outil. Mais quand on maîtrise vraiment bien toute la posture, la tenue du crayon, le déplacement du bras, etc. D'accord. Et tu parlais justement du geste des gauchers. Oui. Avant, on avait beaucoup de gauchers contrariés puisque c'était pas bien d'être gaucher, oui. Donc on les obligeait à avoir cette tenue de la main droite. Oui. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Les gauchers, pour les gauchers, c'est pas plus difficile d'écrire que pour un droitier, en fait. C'est vraiment c'est la même position, c'est la même tenue du crayon, c'est l'inclinaison de la feuille, mais dans l'autre sens. Oui. Mais il n'y a pas plus de difficulté pour un gaucher que d'apprendre à écrire. Et parfois, les enseignantes sont un petit peu déstabilisées quand elles ont un gaucher dans la classe. Et souvent, elle me les envoie en me disant « j'ai un gaucher, je ne sais pas trop quoi faire ». Mais finalement, c'est exactement la même chose qu'un droitier. Il n'y a pas de particularité finalement. On doit apprendre les choses de la même façon. Et il n'y a pas plus de difficulté pour eux. Oui, parce qu'on dit souvent que les gauchers ont une mauvaise écriture, mais en fait non, c'est une légende. Non, c'est une légende. S'ils apprennent correctement les bons gestes dès le départ, effectivement, il n'y a pas plus de difficulté pour eux, heureusement. Alors moi, je parle en tant que maman, parce que ma fille est gauchère. C'est vrai que la tenue du stylo, on est nous-mêmes obligés de faire un effort, de voir comment le stylo doit se tenir de l'autre manière, comment apprendre à mettre la feuille d'une certaine manière. Est-ce qu'elle doit être droite? Est-ce qu'elle doit être penchée? Est-ce que toutes ces choses-là, c'est ce que tu apprends aussi aux parents? Oui, effectivement. Donc, de façon classique, effectivement, on va travailler dans un premier temps la motricité fine, le déliement des doigts, puis la tenue du crayon et le maniement du stylo. Et puis ensuite, la posture, la position de la feuille, comment on doit se placer, la stratégie de copie, etc. Mais oui, ça, c'est des choses très importantes que j'apprends. Et vous parliez de la position de la feuille, mais effectivement, la position droite, c'est une position de lecture. Pour écrire, on a besoin d'incliner légèrement sa feuille et c'est ce qui nous permet ensuite d'avoir une main qui se retrouve sous la ligne d'écriture. D'accord. Voilà. Donc, s'obliger à être bien droit, c'est pas bon déjà. Le corps, la feuille ou la feuille. La feuille, oui, non, la feuille, elle doit être inclinée. Mais c'est pas le corps qui doit être incliné. Le corps doit rester bien droit et c'est seulement la feuille qui s'incline. D'accord. Voilà. petite info très importante, on est nombreux adultes à écrire de manière incorrecte. Et puis on a les téléphones maintenant, les ordinateurs, on prend plus la peine d'écrire, d'envoyer des lettres, d'envoyer des cartes postales. Oui. Ça se perd. Oui. Donc l'écriture manuscrite est en voie de perdition, on va dire. Quand on doit se remettre à prendre des notes parce qu'on a un travail qui nous le demande, c'est là que la problématique s'installe. Oui, effectivement, il y a beaucoup d'adultes qui, dès qu'ils doivent passer à l'écrit, n'ont pas beaucoup d'endurance finalement, parce que les ordinateurs ont pris le dessus, etc. Mais il faut savoir que effectivement, en tout cas à l'heure actuelle, dans les écoles, c'est encore l'écriture manuscrite qui est privilégiée. Et on se rend compte maintenant que dans les écoles où on a mis les tablettes, etc., on fait un espèce de retour en arrière et on s'aperçoit que finalement, c'était pas si bien que ça de mettre autant d'écrans dans les écoles parce que effectivement, l'écriture manuscrite,
permet quand même d'activer une activité cérébrale qui va quand même favoriser les apprentissages et notamment la mémorisation. Voilà, donc l'écriture manuscrite est très importante. C'est important. On a aussi la latéralité qui est importante à travailler. Oui, bien sûr. La latéralité, effectivement, parce que l'écriture, finalement, on va écrire de gauche vers la droite et effectivement, on est toujours en train de passer en fait ce pont entre les deux hémisphères, de traverser cette ligne médiane. Donc oui, effectivement. Donc l'écriture fait partie intégrante des apprentissages. C'est important pour le cerveau, c'est important pour le développement, mémoire, concentration, tout ça. Exactement, mémoire, concentration. Oui, tout à fait. Ça mobilise plein de compétences que d'écrire. Donc on comprend bien qu'un enfant qui a du mal à écrire va se concentrer sur son geste d'écriture, mais est-ce qu'il va comprendre ce qu'il écrit? Est-ce qu'il va entendre ce qu'on lui dit? Ça lui permet pas d'avoir plusieurs tâches. C'est vrai que quand je vois les enfants en première séance, je fais un petit temps d'observation. Je vais leur demander de recopier une petite phrase, par exemple. Et je vais voir aussi après, un petit temps après, est-ce qu'ils ont compris ce qu'ils ont écrit? Est-ce qu'ils se souviennent? Est-ce qu'ils ont compris ce qu'ils ont écrit? Et bien souvent, les enfants, non, ils n'ont pas compris ce qu'ils écrivaient. D'ailleurs, ils ne savent même pas de quoi ça parle. De quoi ça parle. Voilà. Donc, effectivement, l'écriture, c'est justement, je travaille ça, c'est de restaurer et de ne pas séparer les trois composantes de l'écriture, qui sont effectivement la composante motrice, qui va être le geste graphique, mais ça va être aussi la composante symbolique, c'est-à-dire le son, et la composante sémantique, qui va être le sens du mot ou de la phrase. D'où les problématiques d'orthographe. Oui. La dictée peut être compliquée si on a du mal à écrire. Ah oui, tout à fait, voilà, c'est ça. Donc il faut réussir à automatiser le geste graphique pour pouvoir se concentrer effectivement sur d'autres composantes de l'écriture, qui va être la grammaire, l'orthographe, la syntaxe, etc. Très bien. Donc, ce n'est pas à prendre à la légère. Un problème d'écriture, il faut savoir s'entourer. Alors, je sais que tu t'entoures aussi d'autres professionnels, puisque tu travailles la pédagogie, mais à l'origine de cette problématique, on a vu les réflexes archaïques. Est-ce qu'il y a d'autres professionnels qui t'entourent pour aider les enfants? Oui, alors les orthoptistes aussi vont être des partenaires, forcément, quand il y a des troubles au niveau visuel. Ça peut être les psychomotriciennes aussi et beaucoup les orthophonistes également. Oui. Ouais. Donc c'est un parcours qu'il faut travailler. Oui, mais souvent les enfants qui viennent me voir effectivement ont déjà un parcours, ont déjà rencontré des professionnels, ont déjà tout un parcours de bilan, orthophoniste, psychomotricité, etc. Ouais. Alors, on dit en ce moment, donc dans les pourcentages, on a 20% des élèves de collège et d'âge primaire qui ont des problématiques d'écriture, et puis 80% en enseignement spécialisé. Ça veut dire que quand il y a problématique, ça va aggraver justement pas mal de choses au niveau apprentissage. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut vraiment se libérer de ça et essayer d'automatiser le geste graphique le plus possible pour effectivement faire en sorte que l'enfant rentre mieux dans les apprentissages. Et puis améliorer aussi la manière d'apprendre pour les enseignants, puisque quand on a une classe où on a beaucoup de problématiques de ce genre, il va falloir jouer avec les photocopies, l'apprentissage oral, une manière différente d'apprendre. Oui, c'est très compliqué pour les enseignants aussi actuellement, hein, mais... Alors, les photocopies, c'est bien et c'est pas bien. Parce que plus il y a de photocopies et moins il y a cette répétition du geste graphique. Donc, et je le remarque, moi, au cabinet, c'est-à-dire que je vois effectivement des enfants qui ont des cahiers où il y a vraiment beaucoup d'écriture, et puis, selon l'école, des cahiers où il y a que des polycopiés dessus, et il n'y a absolument pas d'écriture depuis le début de l'année jusqu'à quasiment la fin de l'année, où il y a très peu d'écriture. Donc c'est aussi un petit peu un cercle vicieux, parce que les enseignantes veulent parfois aller plus vite, donc on va donner des polycopiés pour les aider aussi, hein, ça part toujours d'un bon sentiment pour les aider, et au final, moins on écrit, moins on pratique, parce qu'en fait l'écriture, ça se pratique. Hein, plus on va le pratiquer et plus on va être à l'aise. Ben, finalement, c'est pas toujours
Il y a du pour et du contre, effectivement. C'est vrai qu'on se pose la question, on arrive, voilà, l'enfant arrive à la maison, il y a des devoirs à faire, il y a des pages à remplir. L'enfant va se concentrer sur sa belle écriture plutôt que ce qu'il est en train d'apprendre. Donc, est-ce qu'on lâche un petit peu prise au moment des devoirs, hein, ou est-ce qu'on s'attache vraiment à ce que le cahier soit bien tenu, bien écrit? Alors, il ne faut pas nécessairement avoir une belle écriture, hein, mais il faut vraiment avoir une écriture efficace. Hein. Moi, le but, en fait, mon objectif, c'est que les enfants retrouvent un peu le plaisir d'écrire. Et que justement, quand ils rentrent à la maison, ils se disent pas ah j'ai mes devoirs à faire, ah non faut écrire, c'est trop long, j'ai 5 lignes, je pourrais jamais. Voilà, c'est vraiment faire en sorte que bah oui, tu as des devoirs, tu as un petit peu à écrire, mais leur donner ce plaisir, que ce soit plus une contrainte. Et voilà, c'est souvent mon objectif, mais c'est souvent le leur aussi, quoi. C'est important parce que écrire, c'est aussi être autonome. Oui. J'écris ce que j'ai envie d'écrire et je prends plaisir à développer mon langage aussi avec cet écrit. Oui, bien sûr, il faut avoir un minimum de toute façon. Même si on est à l'heure du numérique, il faut toujours avoir un minimum, effectivement. Exactement. Alors là, ce sont les enfants, les adultes. On a les adultes et les jeunes adultes qui se préparent au monde professionnel. On a une lettre de motivation à écrire. Oui. Les recrutements se font aussi avec l'écriture. Les graphologues sont utilisés pour ça aussi. Oui, tout à fait. On va dénoter un peu la personnalité de la personne par rapport à son écriture. Donc finalement, c'est très important. Oui, c'est très important. Là, j'ai le cas d'un jeune homme aussi qui est venu me voir parce que effectivement pour il devait faire un stage et sa lettre de motivation, du coup c'est sa mère qui l'a écrit à sa place. Voilà. Donc voilà. Et donc il a pris conscience et s'est rendu compte que finalement oui, il en avait besoin aussi dans sa vie aussi de jeune adulte, quoi. Alors pourquoi, au grand pourquoi, nos médecins écrivent très mal? Alors, nos médecins écrivent très mal parce qu'ils ont été à la fac et que ça nécessite de prendre une prise de notes très, 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 très rapide et que du coup, la qualité de leur écriture se dégrade. Oui. Donc, en fait, il faut toujours trouver en fait, le juste milieu entre la qualité de l'écriture et la rapidité. Voilà, il faut trouver le bon équilibre. Alors, nous aussi, on peut avoir une écriture rapide et qui va se dégrader avec la vitesse, mais si on prend un petit peu de temps et si on ralentit un tout petit peu le geste, on peut retrouver de la qualité dans l'écriture. Tout à fait. Et ça, c'est important parce que quand on nous relit, voilà. c'est caractéristique de la personne pressée. On va oublier des lettres, ou on va faire des traits. Je vois souvent des M avec des traits parce que y a 2 M qui se suivent, on n'en met qu'un et on fait un trait. C'est des signes d'accélération voilà. en fait, mais c'est pas forcément une dysgraphie. C'est simplement aussi apprendre à être un petit peu moins rapide. Tout à fait. Et vice versa, quand on a une très très jolie écriture, une très belle écriture, bah oui, d'accord, mais c'est pas forcément efficace. Parce qu'on va être très très lent, apporter beaucoup d'applications, repasser sur les lettres pour que ça soit la perfection. C'est pas ce qu'on cherche dans l'écriture. On cherche à être efficace, à prendre des notes rapidement, mais aussi pouvoir se relire. Alors ça peut être un art aussi, l'écriture. On a la calligraphie. C'est peut-être aussi un moyen de relâcher un peu le geste de l'écriture. Oui, ça peut. Ça peut tout à fait, oui. Alors, la calligraphie, c'est un art qui se perd un petit peu, oui. Mais effectivement, si on regarde effectivement nos cahiers de nos anciens, de nos grands-parents, on voit effectivement la différence de calligraphie dans leur cahier de l'époque, qui effectivement était écrit à la plume. Mais encore une fois, oui, à cette époque-là, on passait beaucoup plus de temps dans cette tâche écrite aussi au niveau scolaire. Tout à fait. Je me souviens de ma mère qui me parlait de ces fameux buvards, des tâches sur le cahier qu'il fallait toujours recommencer jusqu'à ce que ce soit impeccable. C'est un peu traumatisant quand même. Vu qu'elle m'en parle, je pense que c'est traumatisant. Oui, ça a dû l'être. Donc voilà, on a parlé de l'autonomie, la concentration, l'attention. La confiance en soi, on va travailler beaucoup de choses avec cette écriture finalement, donc c'est un outil important. Oui. C'est un outil très important qu'on peut travailler toute sa vie. Oui, qu'on peut travailler toute sa vie. On peut réapprendre à écrire si on a besoin.
oui, si on a besoin, on peut effectivement réapprendre à écrire toute sa vie selon nos objectifs personnels et professionnels. Tout à fait. Alors, on n'a pas précisé, donc ton cabinet est situé où? Alors, mon cabinet est situé à Ducos et je suis installée maintenant depuis 2 ans. D'accord. Donc, si vous avez besoin de travailler votre écriture, de travailler la vôtre en tant qu'adulte, mais aussi celle de vos enfants, aller un petit peu débloquer ce qui se passe à ce niveau-là, et puis aussi comprendre, parce que tu donnes beaucoup de conseils pour la vie de tous les jours, puisque c'est un apprentissage de tous les jours. Faire attention, et puis jouer aussi. Avec les enfants, on oublie les petites comptines de jeux de doigts, les jeux de main aussi. Tout ça, c'est des choses qui se perdent un petit peu dans les cours de récréation, mais qui, en fait, à la base, sont faites pour travailler cette motricité. Tout à fait. C'est-à-dire il faut rentrer dans les apprentissages par le mouvement. Tout à fait. Donc, on remet au goût du jour tous ces petits exercices, ces petites comptines, etc., pour que ce soit agréable. Et qu'on n'ait plus à dire, bon, les vacances arrivent, là, le mois de juillet arrive, j'ai acheté 3 cahiers d'écriture, il faut qu'ils soient remplis complètement, et au stylo à plume, on y va. Donc voilà, remettre du ludique dans tout ça pour que ce soit agréable et pour que nos enfants deviennent des adultes avec de la facilité dans les mains. Oui, c'est ça, tout à fait. Très bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, un conseil spécifique pour les parents? Je voulais simplement parler du réseau, en fait, qui m'a formée. Donc, dire que le réseau 5E vise vraiment à promouvoir l'écriture manuscrite partout en France, en Belgique, dans les DOM-TOM. Et qu'il y a actuellement une 60aine de graphopédagogues installés un peu partout. Donc, très bien. Voilà. Et je voulais aussi parler des cahiers, par exemple, qui sont labellisés aussi 5E. Oui, très bien. Possible, oui, je t'en prie, avec plaisir. Dès que vous voyez un peu ce logo 5E, voilà. Alors peut-être que tu peux le montrer à la caméra sur des cahiers d'écriture, c'est vraiment des cahiers. Donc il y a cahiers d'écriture intéressants au niveau de la prise. Oui, parce qu'on voit toutes sortes de choses en papeterie, on voit toutes sortes de choses, pas toujours à conseiller. Dans les cahiers d'écriture, il y a des choses qu'il ne faut absolument pas faire et que malgré tout on retrouve dans des cahiers d'écriture. Donc en tout cas, s'il y a des cahiers d'écriture qui sont labellisés 5E, c'est vraiment un gage de qualité. D'accord, super. C'est une très bonne information. Je vois aussi un dernier petit exercice que je vois aussi en réflexe archaïque. Ce sont les bagues de doigts. Oui, les bagues de doigts, je les utilise. Ce sont des bagues Sujoc. Je les utilise alors parfois pour intégrer les réflexes d'agrippement palmaire, mais aussi pour libérer les tensions et les crispations. Tout à fait. Donc on utilise, c'est une bague comme ça qu'on utilise et on fait par des mouvements comme ça de va-et-vient sur les phalanges. Ça relaxe, ça détend, ça améliore la circulation et surtout ça soulage. Il y a des enfants qui adorent ça. Tout à fait. Pour soulager les tensions, les crispations. Bien sûr. On n'oublie pas que ça crée des tensions dans le corps, ça crée des tensions dans la tête aussi. Voilà. Donc on va soulager au maximum, aider au maximum à favoriser aussi la détente. Effectivement, oui. Ça peut être aussi en utilisant ce genre de balle, par exemple, aussi pour masser l'avant-bras, pour détendre. Effectivement, ça ne doit pas engendrer de crispation. Très bien. Donc, dès que vous sentez votre enfant crispé avec une problématique qui vous semble un peu suspecte, une tenue de feuille, une tenue de crayon un petit peu particulière, on n'hésite pas à consulter, à demander avis et puis surtout à travailler cette fameuse motricité fine qui est très importante pour les apprentissages. L'écriture de pattes de mouche, si elle est lisible, tant mieux, mais si elle est illisible, il va falloir la travailler. Oui. Absolument. Ouais. Et entourez-vous des bons professionnels, sachez vous orienter. Chaque professionnel va vous orienter justement dans les différentes problématiques que votre enfant a, puisqu'elles sont uniques. Oui. Chaque enfant est unique, chaque enfant a sa particularité. Donc, soyez attentifs à cela. Libérez-vous vous-même en tant qu'adulte et libérez vos enfants de cette charge mentale, émotionnelle et physique. Oui, il faut qu'écrire soit un plaisir. Tout à fait. Tout. Écrire est un plaisir et doit le rester. Oui. Alors, merci beaucoup. Merci à toi, Lisa. Et on se retrouve dans une prochaine émission. À bientôt. À bientôt, au revoir.